suit les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nous sommes avec nos avocats Charles Consigny et Marianne Soubray. Nous sommes avec le professeur d'économie Thomas Porcher. Il est temps d'entrer de plein pied dans la campagne pour la présidentielle de 2022 avec notre invité. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, est avec nous. Bonjour, monsieur Mélenchon. Bonjour. Vous défendez l'idée d'une grande loi d'urgence sociale si vous êtes élu président de la République, avec deux propositions choc, l'augmentation du SMIC à 1 400 € net et surtout le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Alors là, le blocage des prix, ça existait en France, du temps de François Mitterrand. Pourquoi remettre cette idée au goût du jour ? Attendez, d'abord, commençons une chose, j'ai du mal me faire comprendre. Moi, c'est à Macron que je pose cette question. Je ne sais pas, on attend 2022. C'est maintenant. Ben, c'est urgent. Les gens tirent la langue. Je sais pas si, je sais bien qu'en ce moment, on parle de tout sauf de ça. Mais la cherté de la vie, la difficulté de vivre et d'assumer les dépenses courantes sont dans les ménages populaires aujourd'hui quelque chose qui étrangle les gens. Donc c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Alors, le blocage des prix, c'est une mesure assez simple à prendre. Et elle permet de bloquer les prix sur les produits de première nécessité. L'énergie, essentiellement. Gaz, électricité. L'année dernière, 300 000 personnes à qui on a coupé l'électricité. Hein. L'eau, on ne peut pas compter, c'est interdit. Mais tout le monde sait que l'eau aussi est coupée. Alors vous ouvrez le robinet, il coule une petite goutte de temps en temps, et vous attendez toute la journée que ça remplisse en seau. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, après, il y a les produits de l'alimentation qui ont augmenté. Les pâtes, les choses ordinaires. Donc ça, on peut le bloquer. D'autant que les marges qui sont réalisées par les grands distributeurs sont considérables. Des fois, ça va jusqu'à 30 et 40%. Alors d'accord, ils vont couiner parce que ça fera moins que d'habitude, mais il faut quand même aussi tenir compte du fait que dans un pays qui a autant souffert que ce qu'on vient de souffrir, 8 points de la richesse nationale perdus, c'est pas rien, quoi. Elle est perdue quelque part. C'est de ces braves gens dont il est question. Et là, il y a urgence. Voilà. D'accord. Donc voilà vous êtes élu. Maintenant, voilà. tout de suite, monsieur Macron, vous avez bloqué le prix des masques et du gel à un moment donné, bloquer les prix de première nécessité. Il ne le fera pas. Donc, il ne le fera pas, c'est une certitude. Si vous arrivez à l'Élysée, en revanche... Pourquoi vous pensez qu'il a un si mauvais cœur que ça? Il déteste les gens à ce point? Si vous arrivez à l'Élysée, vous, c'est ce que vous faites tout de suite. Parce que là, c'est... Prenons l'heure qu'on va passer ensemble, c'est quel est votre programme et que faites-vous si vous arrivez à l'Élysée? Vous avez raison. Donc, vous arrivez à l'Élysée, c'est le SMIC, 1 400 € net et blocage des prix. Oui, pendant le combien de temps? blocage des prix de première nécessité, si la situation s'est encore dégradée. Mais je ne vois pas comment elle s'améliorerait, puisque vous dites vous-même que M. Macron ne veut pas le faire. Bon, on a un prof d'éco dans les grandes gueules, Thomas Porcher. Le blocage des prix, c'est faisable, c'est souhaitable? Ça a souvent été fait en économie. Et je veux dire, même nos prix de l'électricité ont souvent été des prix qu'on appelait soviétiques, hein, parce qu'ils étaient fixés par l'État, voilà, régulés. Ils le sont toujours. Ils le sont toujours, ils augmentent au niveau de l'inflation, voilà. Donc, et puis, je rappelle que même chez François Hollande, hein, qui était plutôt du centre-gauche, il y avait dans ses premières mesures, ce qu'il n'a pas fait, le blocage des prix de l'essence à l'époque. Et un Français sur deux avait dit dans un sondage que son vote était influencé par les mesures qui étaient prises sur les carburants. Vous voyez, et 2 ans plus tard, on a eu 5 ans plus tard, excusez-moi, on a eu les gilets jaunes suite à la taxe carbone. Donc les biens de première nécessité aujourd'hui, les dépenses contraintes, elles mangent le pouvoir d'achat des bas salaires. Donc à un moment, il va falloir réguler tout ça. Et aujourd'hui, il y a une grosse partie en plus de ces biens de première nécessité, que ce soit du blé, du pétrole, etc., qui sont soumis à la spéculation. Et là, vous aviez une économie qui était à l'arrêt, les prix qui ont chuté, quand même étaient à zéro à un moment du prix du pétrole. D'un seul coup, ça remonte avec les plans de relance et la spéculation. On ne peut pas être, quand on est un bas salaire, victime de la spéculation financière. Donc à un moment, il faut réguler ces prix. En même temps, la croissance économique est là. Contrairement à ce qu'avaient dit beaucoup d'experts, l'économie française ne s'est pas effondrée, les entreprises ne sont pas en défaillance. Jean-Luc Mélenchon, non mais... J'attendais l'objection de l'objecteur. Non, je vois bien. Sur quoi? Bon, mais c'est bien, vous êtes d'accord alors. Alors, donc tout le monde est d'accord. Il faut laisser sur ce repartir plateau. la machine économique, ça va recréer de l'emploi. C'est ce qu'on veut, les entreprises vont refaire des marges, les salaires vont réaugmenter. Bien sûr, tout va aller mieux, c'est absolument certain. Rien de tel qu'une grosse pandémie pour aller mieux ou une grosse guerre. Ah, on disait avant, voilà, une guerre, c'est ce qu'on disait. Regardez bien, on a perdu 10 à 12 points de la richesse du pays. Le système a été mis quasiment bloqué. On a arrêté toutes sortes de productions et d'activités parce que les gens ne pouvaient pas aller au travail ou parce qu'il n'y avait pas moyen. On a subventionné, on a aidé. Bien. Et puis, on a indemnisé le chômage partiel. Alors déjà, on pourrait commencer par faire une petite pause
pour dire « Ah, mais c'est pas avec une mesure libérale qu'on s'est sorti du truc. » Il a fallu prendre une mesure d'État et de coopération de tous les individus. Parce que le chômage partiel, c'est pas M. Macron qui l'a payé avec sa fortune personnelle, on ne le lui demande pas, c'est tout le monde qui l'a payé. Donc il a fallu du collectivisme pour régler le malaise. C'est d'ailleurs des laboratoires d'État qui ont trouvé les vaccins qui nous sortent de la crise, c'est bien connu. Qui l'ont financé. Pfizer, ça a été beaucoup financé avec Moderna, etc. sont des laboratoires publics. Bon, écoutez, chacun appréciera votre remarque, mais je ne vais pas la laisser passer. Je termine juste sur ce que j'étais en train de dire. Donc, l'économie s'est effondrée de 10 points, de 12 points, et on redémarre. Ben, par la force des choses, on redémarre. Les machines sont là, les usines sont là, les gens sont là, les services sont là. Mais on redémarre. Mais regardez, on a perdu 12 points, on redémarre à 7. Il en manque toujours. On est toujours 3, 4, 5 points. Je ne sais pas si j'ai exagéré en disant 12 points perdus. Mettons même que ce soit que 10. On est 4 points en dessous de la production auparavant. Si vous regardez d'autres pays qui ont fait des plans de relance, vous me direz, les États-Unis font les plans de relance qu'ils veulent, ils appuient sur le bouton et ils impriment des dollars sans se soucier de savoir la suite. Ils l'ont fait comment? Ce que je propose de faire, avec de la consommation populaire. Ils ont donné 1 400 € par tête de pipe et 3 600 € par gosse de moins de 6 ans. Alors j'aime mieux vous dire qu'avec une chose pareille, qu'est-ce qui se passe? Ceux qu'on sait sous, c'est les bas salaires, les gens du commun et les gens du peuple. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils le dépensent. Ouais. Ils n'achètent pas des actions, ils ne stockent pas. Ouais, et donc, ils relancent l'activité. C'est un fusil à un coup. C'est-à-dire, c'est donné une fois. Après, derrière, ça ne dit rien de la pérennité des emplois et autres. Oui, mais vous redémarrez la machine. C'est toujours pareil. C'est comme la bicyclette. Donc, vous aimeriez que... Ben, c'est le premier coup de pédale qui coûte. Donc, il faudrait faire un chèque aux Français. Et après, ça roule. Non, mais attendez, il a fait une remarque... Non, mais il a fait une remarque assez perfide. Mais je veux lui répondre sur un plan rationnel. Hein. J'entends l'argument. Vous dites, ben, c'est pas des laboratoires d'État qu'ont trouvé les vaccins. Bon, alors premièrement, sachez que la recherche en France est plus qu'abondamment arrosée d'argent public. Il y a même un crédit d'impôt rien que pour ça. Donc vous savez que l'impôt recherche, il profite d'abord aux banques, qui ont des trouvailles en effet pour rançonner les gens, mais pour le reste, rien. Sanofi était une entreprise publique. Quand c'était une entreprise publique, le commandement de Sanofi répartissait les fonds à l'intérieur de l'entreprise d'après les projets. Eh bien, que se passe-t-il maintenant? Vous avez le gars qui arrive qui dit « Moi, je cherche une molécule pour essayer de déboucher les aortes, etc. » Combien de temps pour arriver sur le marché? 10 ans, très bien. Et vous, je cherche une molécule pour que les cheveux blancs ne deviennent pas jaunes quand on les lave. Combien de temps? 2 ans. C'est vous qui avez le sou. Demandez à des chercheurs, de haut niveau, comment se passe la recherche privée. Tout ça, c'est privé. Ce que je veux dire... Mais alors, il n'y a qu'à les nationaliser, comme ça coûtera moins cher. Pardon, monsieur, mais... Mais ça ne les intéressera pas de c'est vous qui venez de dire que ce n'était pas des laboratoires publics qui avaient trouvé. En l'occurrence, Pfizer, Moderna, etc. C'est sûr qu'ils vont s'enrichir avec ces vaccins, mais heureusement qu'ils ont trouvé ces vaccins. Et en fait, la vraie sortie de crise, c'est les vaccins. C'est pas les mesures de super étatiques qu'on a pris depuis 2 ans en France. En réalité, moi, ce que je pense personnellement, c'est que Macron fait des dépenses électoralistes au prétexte du Covid pour en quelque sorte acheter des voix en vue de... C'est un gauchiste à vos yeux, dites donc. Pour moi, il est dans un délire où il pense depuis 2 ans, il n'est pas très libéral. Il peut dépenser autant qu'il veut, ça n'a aucun impact. Probablement qu'on va payer ça sur plusieurs générations, les dépenses qui sont effectuées maintenant. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est le système capitaliste libéral que vous n'aimez pas qui nous permet aujourd'hui de sortir de la crise du Covid grâce à ces laboratoires. C'est tout. C'est pas vrai, donc je dis que ça à dire. Il y a 10 milliards d'argent public mis dans la recherche, et en France notamment, où on a payé des sommes folles, Sanofi est incapable de sortir un vaccin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je viens de vous expliquer comment ça s'est passé. Ils ont privilégié les recherches sur des gadgets rentables à court terme. La recherche fondamentale, ça va vous horrifier, ça consiste à payer des gens qui, des fois, savent pas ce qu'ils cherchent et découvrent par hasard des choses. Ça s'appelle l'esprit humain. C'est pas ça qui s'est passé. Mais la recherche fondamentale doit être alimentée. La recherche pratique doit être alimentée. Non, mais ne dites pas des choses comme ce que vous dites, monsieur. Parce que vous dites que c'est les laboratoires privés qui ont trouvé les vaccins. Moderna, etc., ils n'ont pas réussi à faire ces vaccins en faisant de la recherche fondamentale. Bien sûr que si. L'ARN messager, c'est une trouvaille de 2 prix Nobel français, du CNRS français payé par de l'argent de l'État. Qu'est-ce que vous racontez? Derrière, on
n'y a pas cru. Ils n'ont pas fait ce vaccin parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est ça. Non mais pardon, c'est juste Non, mais factuel Charles, que c'est le système capitaliste libéral qui aujourd'hui nous sort de la crise. C'est une réalité factuelle. Ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Non, c'est pas que ça me déplaît, c'est que c'est le tour de madame de parler. Marianne Soubré. Je fais des gestes en fait depuis tout à l'heure. Oui, vous avez l'air Merci, monsieur désespéré, Mélenchon. alors je Non, me mets de votre côté. Déjà, je voulais vous remercier parce que enfin, dans une campagne présidentielle, on parle d'autre chose que d'immigration et de sécurité, et ça me fait beaucoup de bien. On en parlera peut-être après avec vous, mais ça fait beaucoup Et de de bien. passe sanitaire. Ah oui, franchement, ça fait du bien. Mais moi, j'ai une question parce que j'ai lu en fait dans vos grandes mesures sur le plan social, vous dites on va pendant 1 an en fait enlever les profits, en fait, prendre les profits du CAC 40 et les garder en fait et éviter qu'il y ait de la distribution. Ou alors j'ai mal compris, mais en fait c'est à peu près ce que j'ai compris de votre proposition. Donc vous dites que ça ferait 150 milliards d'euros. Non, ça fait 50. L'année dernière, le CAC 40, c'est 54 milliards. Voilà. Non, Bon. mais il n'y a pas de mal. Tout le monde n'est pas obligé de s'apprendre ses chiffres par cœur. Il y a Voilà, que moi, donc, hein. et en fait, vous proposez donc qu'il n'y ait plus aucune distribution et que ça soit gardé par l'État, c'est ça? Est-ce que vous pouvez expliquer? Et est-ce que vous pensez que ça va permettre justement que les entreprises se développent si on leur prend leur profit? Oui, Voilà. vous voulez une année blanche. Voilà. Si j'ai bien lu l'interview Ouais. du JDD, C'est ça. une année blanche dans les profits du CAC 40. Voilà. Et les redistribuer. Voilà. Au-delà Alors, d'un montant. Pardon? Au-delà Tous. d'un Non, montant. non. Ben Non, oui, non, c'est-à-dire, je fais pas le. Je pourrais dire on prend tout. Ah oui, d'accord. Moi, Pourquoi? j'avais Alors compris d'abord, tout. regardons, oui ou non, on prend tout ou pas. Hein. Pourquoi? Parce que tout le monde a perdu de l'argent. Absolument tout le monde. Le pays a payé de l'argent, l'État a perdu de l'argent, tous les particuliers ont perdu de l'argent, de toutes les manières. L'épargne possibles. se porte bien, l'épargne privée en France. Sauf, Ouais. oui, mais attendez, l'épargne. Vous êtes sympa, mais c'est pas l'épargne des petites gens. Hein. L'épargne, quand on dit l'épargne, c'est aussi bien quelqu'un qui met beaucoup de sous de côté ou une très grande entreprise qui a une part de trésorerie qu'elle met en épargne, ça s'appelle de l'épargne. Il est clair que dans la période où l'activité était au ralenti, mettre la trésorerie en épargne, c'était le plus évident et pas le plus génial. Mais ils l'ont fait. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les entreprises CAC 40, là je ne parle pas de leur réinvestissement. De toute façon, c'est de la rigolade. Dans les 10 dernières années, ils ont diminué de 5% leurs investissements et augmenté de 70% l'argent qu'ils distribuent aux autres. Donc ce n'est pas vrai que quand ils ont de beaux bénéfices, aussitôt on le retrouve dans l'investissement. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de l'argent, une fois qu'on a calculé l'investissement, une fois qu'on a calculé tout le reste, qui est parti en dividendes. Il y en a pour 53 milliards. Donc je dis, tout le monde a eu une année blanche. Allez chez le bistrotier du coin, le restaurateur ou le maçon. Vous aussi. Cette année, le président de la République a dit qu'on était en guerre. Eh bien, puisqu'on est en guerre, les profiteurs de crise, vous passez à la caisse. 53 milliards. Avec ça, il y a de quoi payer un salaire à revenu moyen. Je suis en dessous de 2000 euros. Hein, à 1 million de personnes pendant un an. C'est-à-dire que nous pourrions avoir... Dans les métiers du lien, 1 c'est ce que million. vous dites. Oui, j'ai mis les métiers du lien, comme ça on voit Ouais. plus de quoi on parle. Ça veut dire que nous aurions 1 million de personnes au travail pour rattraper les dégâts de la période du Covid. Alors, c'est des assistants d'éducation. On en a mortellement besoin parce que les retards qui se sont accumulés, on ne va pas attendre qu'on en soit à des niveaux à l'école tels qu'on n'arrive plus à les rattraper. Je prends cet exemple. Donc, on pourra en mettre 100 000 au boulot. 1 an et ensuite, que se passe-t-il? Après, c'est la vie. Après, si c'est mon plan qui se met en place, non mais bien sûr. Après, c'est la vie. Oui, bien sûr. Mais écoutez, monsieur, si c'est moi qui suis élu, je peux vous répondre et je vous explique mon plan. Qu'est-ce que c'est que la planification écologique? Combien il faut d'emplois? Comment on s'y prend? Pourquoi il faut mettre du protectionnisme solidaire sur l'agriculture, etc. Mais c'est pas ça votre question. Là, nous sommes dans une situation d'urgence. Je me tue à vous dire que s'il y a urgence sanitaire, s'il y a urgence climatique, il y a urgence sociale. Vous pensez à tout sauf aux gens. Alors, les nuages, l'air chaud, oui, le virus, oui, et les gens, rien. Non, il faut s'occuper des gens. Et les gens, il y a urgence. Donc l'année qui vient, il faut desserrer les taux pour qu'ils respirent, pour que le pays aille mieux, que les gens aillent mieux. Et ensuite, on en parlera. Et après, si vous votez pour moi, eh ben, ça sera mieux. Eh ben, on continue d'en parler. Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous. Suite, puisque vous restez 1 heure avec les GG, beaucoup de questions à vous poser sur l'union de la gauche, sur votre plan bien sûr, sur la gauche, la multiplication de candidatures. Et puis, je ne sais pas si vous faites partie de tous ceux qui détestaient la police, comme ça a été chanté à la fête de l'UMA. Tout de suite avec les GG. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. C'est Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle pour la France Insoumise, qui est avec nous. On a stoppé la discussion sur un petit climax, là, un moment où Jean-Luc Mélenchon nous fait une année blanche de dividendes. Mais aujourd'hui, dans la mondialisation, les dividendes vont partir ailleurs. Dès que vous arriverez à la porte de l'Elysée, les grandes sociétés du CAC 40,
Elles vont faire glisser les dividendes Vous allez via, les effrayer, via des surtout. filiales, des holdings, et vous les aurez pas, les dividendes, Mélenchon. Vous les aurez pas. Ah, eh ben écoutez, si, parce que j'ai trouvé comment faire pour les pourchasser jusqu'en enfer, s'il faut, et les faire. Mais c'est normal que les grandes entreprises payent, et même qu'elles payent plus que les petites, alors que pour l'instant, c'est l'inverse. Alors comment je ferai? Ça s'appelle l'impôt universel. Où que vous alliez, vous payez la part que vous devez à la France. Voilà. Comme les États-Unis. Eh bien oui, les États-Unis font ça. Et puis j'aime mieux vous dire qu'ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils téléphonent, je devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Ils téléphonent dans les banques pour demander la liste des citoyens qui sont suspects d'américanitude. Parole d'honneur, ça existe. Et ils les coursent un derrière l'autre. Eh bien nous, on en fera autant. Et je pense que la discussion avec le patronat, le grand patronat français, parce que ceux qui sont dans le CAC 40, on va dire, sont déjà en grosse partie internationalisés. On va quand même tout mettre sur la table. On ne peut pas, pendant des années, leur donner des subventions de toutes sortes qui en font quasiment, des entreprises soviétiques ou chinoises pour une partie d'entre elles, parce qu'elles vivent de crédit d'État, de crédit d'impôt, et pas vraiment de leur capacité productive. Dire, bon, moi je vous donne la visibilité avec la planification écologique. Je vous dis ce qu'on va faire. Écoutez, j'ai convaincu quasi tout le monde. Les Verts disent que l'État doit orienter avant de me traiter d'étatiste. Madame Hidalgo, hier, vous me direz, bon, elle dit un peu n'importe quoi, mais elle a quand même dit ça, qu'elle allait faire un plan quinquennal. Sur quoi elle dit n'importe quoi? On va voir tout à l'heure, parce que vous avez prévu qu'il y aurait le petit quart d'heure vacherie, il faut bien qu'il y en ait. Mais je termine Là, sur ça ce a que vous commencé disiez. déjà. Non, mais Vous n'arrivez pas à tenir, si je vous voulez termine commencer sur l'argument rationnel que vous m'avez présenté, parce que c'est un vrai argument de dire les gens vont se sauver si vous menacez de leur faire les poches. Si vous avez des lois qui vous permettent un droit de suite pour payer les impôts, non, les gens ne se sauveront pas. Et que voulez-vous qu'ils fassent se sauver? C'est pas les savoirs ni les brevets. Franchement, moi j'aimerais quand même faire entendre une voix dissonante face à cette espèce de propagande cubaine qu'on entend ce matin. Enfin, moi je veux pas que Pourquoi la France... c'est de la propagande comme c'est moi qui parle et pas vous? C'est vous qui faites de la propagande, votre truc marche pas. Alors, souffrez que chaque propagande puisse s'exprimer. Sauf que moi, c'est pas de la propagande. À égalité, vous savez, le CSA veille ces jours-ci sur les temps de parole. Vous n'êtes pas privé, hein, pleurez pas. Des autres. Étrangement, Emmanuel Macron n'est pas décompté encore. J'attends le moment où ce sera le cas. Mais d'abord, dire qu'on fait rien pour les gens en ce moment, vous avez l'air de dire que les gens en France sont complètement abandonnés, etc. Enfin, on n'a jamais dépensé autant d'argent public pour aider les gens. Il y a eu le chômage partiel, il y a les aides à tous les indépendants, il y a des professeurs de ski qui ont reçu des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils n'ont pas eu leur saison de ski, parce qu'on a fermé les remontées mécaniques à cause du Covid. Donc franchement, c'est présenter une réalité qui n'existe pas. Et votre proposition sur le CAC 40, c'est un peu comme tout le reste, c'est-à-dire que vous avez que des mesures un peu à court terme et vous vous en sortez avec ce truc magique. Après c'est la vie. Attends, Charles. Après on verra. Non mais attends. Respecter le travail des gens. Qu'est-ce que c'est le CAC 40? On voit que vous avez un parcours par lequel il n'y a pas eu d'entreprise privée sur votre trajet. Le CAC 40, c'est quoi? C'est une réalité. Mais vous avez vécu des fonctionnaires toute votre vie. Vos instituteurs étaient des fonctionnaires. Les policiers dans la rue sont des fonctionnaires. L'électricité avec laquelle vous... Je suis pas sûr que... Ah bah oui, vous voyez. Dans votre vie, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées non plus. Cher monsieur Mélenchon. C'est pas des arguments, c'est comme ça. Il y a des gens qui mais faites honneur à votre intelligence. Donnez des choses mais j'ai l'impression que ce que je dis vous dérange, puisque vous ressentez le besoin de m'interrompre. En général, quand on n'est pas dérangé, on interrompt. Mais parce que ça m'amuse, sinon c'est plus un dialogue. Donc vous êtes manifestement mal à l'aise, mais je vais continuer quand même. Regardez ma tête comme je suis mal à l'aise. Oui, écoutez, vous savez bien, ça c'est les vieux apparatchis on leur apprend pas à faire la grimace. La totale. Je vous apprends pas à faire la grimace. Vous savez, en Chine, c'est pareil, ils n'expriment aucune expression. Et il vous manque encore le Venezuela et Cuba pour faire votre petite tête de Bolsonaro. Pardon, vous vouliez rejoindre l'Alliance bolivarienne et quitter l'OTAN. Moi, je préfère rester dans l'OTAN et laisser les pays... Ça prouve que vous ne savez pas ce qu'est l'Alliance bolivarienne, qui n'a rien à voir avec l'OTAN. Et en plus ignorant. C'est dommage, parce que vous êtes un garçon brillant. Vous pourriez faire des études et ça s'améliorerait. Je peux continuer, je pense que j'ai fait des meilleures études que vous, mais c'est pas grave. Je continue. Le CAC 40, qu'est-ce que c'est? C'est des entreprises remarquables, dans lesquelles il y a des gens qui travaillent énormément, dans lesquelles il y a de la recherche, qui sont des emplois, etc. Ces gens-là sont motivés par quoi? Par le souci du travail bien fait, parce que ce qu'elles font à la fin, un peu quand même, excusez-les, par la rémunération, ça compte. Oui, mais c'est normal. Bon, je crois que vous étiez le plus gros patrimoine de 2017, donc ça compte la rémunération. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Vous savez, vous avez trouvé ça dans la propagande de l'extrême droite. Je possède un appartement à Paris et une maison de campagne. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal
en effet, à 70 ans, je suis assez satisfait. Mais ça, c'est un truc de l'extrême droite. Vous êtes marrant, vous répétez tous les mêmes choses. C'est une réalité. Que vous avez un patrimoine correct, donc vous n'allez pas dire que la rémunération est un non-sujet. Non, on vous a pas dit ça. On vous parle des bénéfices des actions. Arrêtez d'endormir les gens. Je vais finir en une phrase. Moi, je pense qu'en France, au contraire, on souffre du fait qu'on a beaucoup trop d'État, que l'État s'accorde, s'arroge une place, un pouvoir sur le travail, sur la vie des gens qui est beaucoup trop important. Mais vous mentez. Et vous ça vous dérange pas de mentir? Je vous parle des dividendes qui sont payés, pas des salaires. Vous démoraliserez. Retournez à l'école. Vous démoraliserez. Vous confondez dividendes et salaires. Mesures d'inspiration. Alors les grandes gueules, qu'est-ce que Regardez, mais il raconte un truc qui tient pas debout. Vous devriez arrêter ça. Répondez-lui, Thomas Porcher, professeur Thomas Porcher, lui, c'est un scientifique. Et je constate qu'on a encore des candidats qui veulent spolier les... C'est ça, avec Chavez, Cuba et Venezuela. Non, mais sur les mesures économiques... C'est bon, la récitation est finie. Sur les mesures économiques, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Dans des situations imprévues, il y a des mesures qui sont prises parfois qui peuvent être particulières. Vous regardez aux États-Unis, c'est pas Cuba, le Venezuela. Aux États-Unis, quand les prix du pétrole ont augmenté après les chocs pétroliers dans les années 70, il y a eu un profit énorme pour les multinationales pétrolières. Qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? Ils se sont dit, ils ont des profits énormes, on va les taxer. Parce que c'est des profits imprévus dus à une situation particulière. Donc on taxe, on en récupère une partie. Mais est-ce que les entreprises du CAC 40 ont profité de la crise sanitaire? Justement, là, vous regardez, il y a eu un plan de relance qui a été fait, 20 milliards de baisse d'impôts de production. C'est une mesure pérenne, qui n'est même pas juste provisoire, pérenne. C'est pas lié à la pandémie. Tout le temps. C'est dans le plan de relance. Et vous regardez dans ce plan de relance, moi ce qui m'a étonné, c'est que ce plan de relance, il n'y a que 0,8% qui sont de l'aide aux ménages les plus précaires. C'est le ticket resto U à 1 € et l'allocation de rentrée. Il n'y a rien d'autre. Donc pourquoi on ne peut pas à un moment se dire que dans ce plan de relance, il aurait fallu donner aux 30% des ménages qui gagnent 1 400 € de moins, peut-être 20 milliards, l'équivalent de la baisse d'impôts de production, pour qu'ils aient un peu plus de pouvoir d'achat. Alors qu'on sait qu'il y a une partie quand même des revenus parmi les plus précaires qui ont eu du mal à comment on sortir. redonne ce pouvoir d'achat là? Il y a 1000 fonds. Soit on taxe un peu plus le capital, parce que soit il y a cette proposition-là, mais à un moment, il faut... charges. Mais à un moment, il faut que les charges ont été mises dans le plan, mais à un moment, il faut que l'ensemble de la société, dans cette situation particulière, Jean-Luc Mélenchon, puisse faire face. Merci, Monsieur Porcher. Est-ce que je regrette que quand on discute d'économie, on ne puisse pas aller au bout d'un raisonnement économique et que ça tourne tout de suite à la pantalonnade. Monsieur Mélenchon, vous avez un appartement et des arguments personnels qui sont... Il faut discuter du sujet lui-même, du contenu. Parce que monsieur, même si j'étais milliardaire, ce que je ne suis pas, je serais légitime à être un partageux et un homme de gauche. Ça s'est vu dans l'histoire. Alors si vous pensez que les gens n'ont pas de cerveau mais seulement un portefeuille, c'est votre vision du monde. Moi je connais des gens qui ont des sous, qui sont bien dans la vie et qui sont généreux et prêts à partager et à payer plus d'impôts. Mais si on prend tout après, il n'y a plus de Mais sous, là on ne parlait pas du salaire. Je ne suis pas en train de dire on va confisquer les salaires des gens qui travaillent dans le CAC 40. Je parlais des dividendes, ce qui est donné aux actionnaires. Bien. Je voudrais vous dire que c'est tellement vrai ce que vient de dire Thomas Porcher. C'est-à-dire, on est dans le président, tout le monde dit c'est une situation exceptionnelle. Dans la situation exceptionnelle, je dis certainement des choses ont été faites, mais on a oublié plein de gens. Donc comment on s'en occupe? Regardez, le blocage des prix. Alors, vous avez tous fait 3 sauts périlleux arrière. Bon. Mais parce que si vous bloquez une partie des prix, ça va être compensé par l'augmentation des autres. 1986, c'était dans la loi. Et là, aujourd'hui, dans le Code du commerce, aujourd'hui, je vais vous le lire pour que vous compreniez. Article 410.2, je ne le savais pas avant d'avoir abordé ce sujet. Quand est-ce qu'on peut encadrer les prix? Par décret, il n'y a même pas besoin de voter une loi. D'accord? Le Premier ministre Jean Castex, demain, s'il veut, il bloque les prix des pâtes, du riz, de l'essence et du reste. Quand il y a des situations de monopole, quand il y a des difficultés durables d'approvisionnement, et on y va tout droit, notamment pour les prix de base des matériaux pour la construction, ou bien quand il y a, une situation de crise, de circonstances exceptionnelles, ce que vient de dire M. Porcher, une calamité publique, par exemple la Covid-19, ou une situation anormale du marché dans un secteur déterminé. Vous venez d'évoquer les prix du pétrole. Par conséquent, on a tous les outils juridiques. Ils ont été mis au point, non pas par des bolcheviks chavésiens, mais par des gens tout à fait ordinaires qui sont dans l'État et dans l'Assemblée nationale. Vous demandez aujourd'hui pourquoi au gouvernement de bloquer les prix. Pour fermer ce volet économique, je ne sais pas si vous suivez les débats de la primaire écologiste, il est beaucoup question de décroissance. Par exemple, l'ancienne socialiste Delphine Batho
Et pour la décroissance, c'est-à-dire on s'en sortira pas, il faut un projet de rupture. Vous avez encore finalement un discours assez productiviste de gauche, avec ensuite une redistribution des moyens et de la richesse dégagée par cette production. Delphine Batho dit non, c'est terminé tout ça. Ça, c'est le monde d'avant. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, il faut faire la part de ce qui est dû à la chaleur de leur débat et puis à la volonté d'avoir une ligne claire. Bon, je comprends ce qu'elle dit. Je me référerais plutôt pour la décroissance, pas à Delphine Batho qui l'a découvert assez tardivement, mais à Paul Ariès qui, lui, depuis des années, explique ça. Mais lui, au moins, il a la modestie de dire, le mot décroissance, dit-il, c'est un mot au but, pour nous obliger à réfléchir et pour nous obliger à comprendre qu'on ne peut pas dire on va produire plus tout le temps. Le vieux logiciel social-démocrate complètement éculé qui dit on va corriger les inégalités par une distribution inégalitaire, vous suivez, des fruits de la croissance. Ça veut dire qu'il faut une croissance sans fin dans un monde dont les limites sont connues. Alors, ça ne veut rien dire, la décroissance, comme d'ailleurs souvent la croissance. Si vous prenez le PIB, vous creusez un trou, les gars, c'est dans le PIB. Vous leur bouchez. C'est dans le PIB. Qu'est-ce que vous avez produit? Rien. Mais dans le PIB, vous avez produit le salaire pour vous faire creuser le trou et le salaire pour le reboucher. Par conséquent, les indicateurs dont nous disposons ne nous permettent pas de réfléchir sainement. La décroissance doit en effet frapper dur certains secteurs. Dur. Par exemple, la production de pesticides. Ça, stop, ça suffit. Parce qu'on est en train de pourrir et d'abaisser la fertilité des sols, donc il faudra en mettre toujours plus, et là, en effet, la croissance est mortelle. Mais la croissance d'un certain nombre de productions, notamment des machines qu'il va nous falloir pour changer les process de production. Par exemple, si vous cessez de faire du plastique à partir du pétrole et des énergies carbonées, et que vous décidez d'en faire avec des algues, il va vous falloir planter un certain nombre d'algues, installer les choses, mettre des machines pour le ramasser, faire venir des gens pour travailler. Là, vous aurez de la croissance. Donc, j'apprécie que Madame Batho parle de décroissance parce qu'elle oblige à réfléchir. Mais je pense que si on en faisait un système de gouvernement, non, ça c'est pas tenable. Jean-Luc Mélenchon, suite de la discussion, question de Marianne Soubré dans un instant, et on parlera de la candidature d'Anne Hidalgo, d'Éric Zemmour et de la police. GG les grandes gueules en direct sur RMC avec Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle. Il passe 7h, 10h, 11h avec nous, Jean-Luc Mélenchon, avec les questions de Marianne Soubré, Charles Consigny, avocat, Thomas Porcher, prof d'économie. On va vous faire écouter, vous l'avez déjà entendu bien sûr, ce qui s'est passé à la fête de l'humanité, vous savez, lors du concert. C'est tout ce que vous avez retenu. Il y avait 50 débats passionnants, et vous allez leur casser les pieds avec 10 secondes. Allez, moi, on m'a fait ça 8 mois à propos des perquisitions, donc chacun son tour. On y va, on écoute ces 10 secondes justement. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Concert d'un rappeur, tout le monde déteste la police. Fabien Roussel dit qu'il ne cautionnait pas le candidat communiste. Et vous, Jean-Luc Mélenchon? Moi, je cautionne Brassens. Parce que je vous rappelle qu'on est dans un pays de chansons, de moqueries. Là, c'est de la moquerie, tout le monde déteste la police. Ils disent quelque chose qui est dans la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes, on a plein le dos d'être contrôlés 10 fois par jour parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'il y a eu 32 personnes éborgnées, on n'a pas trouvé un seul tireur. Donc, dans la jeunesse, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, vous autres les vieux, mais c'est comme ça. Il y a, disons, un certain ressentiment. Il y a une distance qui s'est créée. Après, le reste, on est en France, là, doucement. C'est la fête de l'UMA, c'est pas la fête paroissiale. Et encore même à la fête paroissiale, ils sont moqueurs, ils se moquent des curés des fois. Mais tiens, donc on est dans la moquerie, là. Mais écoutez, on est dans la manière qu'a dans un concert. Vous avez oublié, écoutez, vous avez été jeune, Brassens. À l'époque, vous écoutiez, non? Et quand il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. C'est la chanson au marché de Brive-la-Gaillarde. Mais seulement ce que ça donne, c'est que vous avez Monsieur le ministre Darmanin qui sort pour dire « J'exige que tout le monde présente des excuses ». À plat ventre, si possible, hein, et avec un sac de cendre sur la tête. Mais dans quel pays on est, là? Ouais. Alors, et vous, le libéral, là, vous devriez un peu... Mais attendez, si vous devez... un petit peu protester, quand même, non? Marianne Soubré. Je vais quand même revenir sur la police parce que oui, on entend ce que vous dites, mais maintenant il y a quand même un vrai sujet sur la police, il y a un vrai sujet sur l'insécurité, notamment Marseille, une ville que vous connaissez bien, où il y a quand même des morts régulièrement, y compris chez des adolescents, et là-dessus, la police, elle a quand même un rôle à jouer, et vous-même, en tant que président de la République, qu'est-ce que vous ferez pour lutter justement, parce que vous aurez besoin de la police contre l'insécurité? Tout à fait, vous avez raison de le poser comme ça. Le système policier est hautement inefficace, parce que ça fait maintenant des années qu'on vote des lois, qu'on augmente les salaires. Enfin, je voudrais quand même, puisque hier, il y a été question des salaires des profs. Hein. Bon, un prof, c'est bac plus 5 pour être insti.
D'accord, ma mère a été recrutée insti à BEPC. Et c'était une bonne insti, je m'empresse de vous le dire. Bon, maintenant c'est bac plus 5. Ça veut dire que les enfants du peuple, 5 ans sans salaire. Avant, on allait à l'école normale. Un fonctionnaire de catégorie A, capitaine de police. Bac plus 3. Premier échelon. Combien? Sans doute plus que le prof. Je ne alors. savais pas, hein, donc moi je suis 2002. malin parce que j'ai une fiche. 2002. 2431 € net. Bien joué. Échelon 10, fin de carrière. 3646 € net. Donc mieux vaut Un être flic que professeur prof. des écoles, écoutez la suite. Fonctionnaire de catégorie A, bac plus 5. Entrée, échelon 1, 1430 €. Capitaine de police, bac plus 3, 2431 €. Un professeur des écoles, 1431. Fin de carrière, 2327 €. Ce que je veux dire, à part cet exemple, c'est que c'est pas vrai que la police en France soit maltraitée. Ce n'est pas vrai. Elle est mal utilisée, mal formée, mal organisée. Alors justement, Mal utilisée parce qu'on met 7000 types et filles dans la BAC pour faire du soi-disant flagrant délit, avec tous les problèmes que ça a soulevé, et seulement 5000 dans la police judiciaire pour mener les enquêtes. Vous donnez l'exemple de Marseille. Quel est le problème de Marseille? C'est pas l'adolescent. Le problème de Marseille, c'est qu'il y a des armes qui circulent. Il y a 6 millions d'armes qui circulent dans ce pays. Pourquoi? Il faut arrêter ça. Le trafic d'armes, le trafic de drogue, Mais vous de la faut des drogue policiers dure, pour le ça, monsieur trafic des Mélenchon. êtres Il faut humains, quand même il faut le des policiers, recyclage de alors. l'argent sale. C'est ça qu'il faut tuer dans l'œuf, et vous verrez que le reste disparaîtra. Parce que vous n'aurez pas de chauffeur quand il n'y a rien à chauffer. Alors, justement- Et vous n'aurez pas de trafiquants de drogue si Monsieur le Mélenchon, cannabis est deux légalisé questions et qu'on ne peut plus concrètes. trafiquer dessus. Vous aurez les autres, les gros trafiquants, et on les pourchassera. Deux- Donc il faut D'accord. utiliser autrement. Attendez, Non, mais on a j'avais- parlé de la formation, ça peut pas aller. Si vous recrutez des policiers au concours à 6 sur 20, il y a un problème, il faut Bah, former. les profs aussi, on les recrute Ah, malheureusement non, aussi non, à 6 sur non, 20 non, parfois ça c'est aussi. des menteries anti-profs. Ah si, parce qu'on n'en trouve pas. Alors, donc, non, mais je veux pas dire non plus que tous les policiers sont recrutés, parce que vous savez, ils m'écoutent là en ce moment. Alors ça y va avec le syndicat facho des commissaires C'est Alliance. et les factieux C'est Alliance. d'Alliance. Alors avec eux, je suis servi tous Alliance les et jours, les il faudrait factieux. me pendre. D'accord. Moi, je dis aux policiers, si je suis le président de la République, je refondrai tout de la cave au grenier. Et je ferai une police républicaine qui passera son temps à pourchasser le crime. Une police républicaine, ce sont des grands mots, Jean-Luc Mélenchon. Dans les faits, par exemple, lorsqu'il y a un rodéo sauvage, on envoie les policiers ou pas? Bah, je crois que c'est pas permis dans le rodéo sauvage, c'est pas le sujet. Je suis pas en train de vous dire, alors chacun fait ce qu'il veut, on attaque les banques si on veut. Non, je vous dis le contraire. Mais la manière de faire. Oui, mais ça crée aussi Donc des ça, non, c'est c'est pas ça qui des crée le frictions. problème. Donc, Et les gens aiment pas les rodéos. Et moi, je dis à ceux qui les font, qui nous cassent les oreilles, qui se mettent en danger, ils nous pourrissent la vie. D'accord, je leur dis. J'ai pas peur de leur dire. Je le leur dis. De même que je dis aux policiers qui passent dans le boulevard Magenta, à toute sirène hurlante toute la journée, qui nous cassent aussi les pieds. Des fois, peut-être que c'est pas si urgent que ce qu'ils croient. Donc, Ah, faisons vous mettez bien les rodéos et les flics au même plan, vous, alors, du coup. Voilà, ça y est. Bah, c'est ce que vous Eh, venez de voilà. faire. Mais non. Bah, vous venez de dire, ils nous cassent les oreilles et les Mais autres voilà, nous cassent je les veux oreilles vous aussi. dire qu'un peu de bon sens, un peu de détente dans le rapport aux gens, c'est pas ça qui pose problème dans la jeunesse. C'est Ce qui le en pose même temps problème façon dans la Mélenchon. jeunesse, c'est les contrôles aux faciès. Ni vous ni moi, on a eu à endurer ça. Voyez-vous, ni vous ni moi. Par contre, toute une série de notre jeunesse, c'est tous Quand les on jours était plusieurs jeunes. fois. Deux questions Regardez, concrètes. j'ai donné l'exemple. Bon, vous connaissez Monsieur Younous Omarji, président de la commission des régions au Parlement européen, député européen. Le gars, chaque fois qu'il monte dans le train, le contrôle, c'est pour lui. C'est pas normal. Alors, Pourquoi? Parce que il a la peau noire. Deux questions concrètes, très rapides, Ouais. avant de partir sur la Non, et j'ai gauche. pas mis les policiers, s'il vous plaît, je veux être tranquille dans le boulevard Magenta. La première question, vous avez, si vous êtes élu président de la République, déjà en tête, Ouais. vous savez qui sera votre ministre de l'Intérieur? J'ai quelques idées, oui. Ce pouvez pas nous en dire plus. sera chez les Insoumis. Ça dépend. Non, mais il y a des gens. Non, mais justement. Thomas Porcher, il n'est pas insoumis. Mais- C'est un économiste, je peux parfaitement lui dire demain, gouvernant, Monsieur Porcher, ça y est, est-ce il va avoir que la vous grosse êtes tête, un ça y est, enseignant, bah, oui, vous voilà, êtes il une part- formation Non, non, mais supérieure, vous avez est-ce déjà- que vous acceptez d'être le haut commissaire à la D'accord, mais sécurité? vous avez Bah, déjà. J'en sais rien, je donne un exemple. Non, mais c'est intéressant. Vous avez déjà votre gouvernement en tête et votre éventuel ministre de l'Intérieur. Oui, je sais Mais comment est-ce faire. que vous dissolvez tout de suite, par exemple, la BAC et les braves? Ouais, alors ça. Les policiers sur les motos, en Ouais. plus c'est des volontaires, une horreur. Monter sur une moto à deux, dont un des deux tape les gens dans la rue. Non, Non, moi, je suis d'accord. Ça, ça, franchement, vous les dissolvez braves. Bon, écoutez, Ah, moi, je franchement. Braves déteste et cette BAC. brigade. Braves et BAC. Mais attendez, on Je fait trouve ça glisser. atroce, C'est ce pas la truc. même chose. Ah non, ils mais font je pas pose le la- même mais métier. je pose la question. La BAC, il faut faire glisser les effectifs de police d'une manière disciplinée, organisée. Mais moi, je suis vraiment pour une vraie refondation, y compris D'accord. en introduisant parmi les conscrits des gens qui, en plus grand nombre, iraient participer aux tâches de gardiens de la paix. Mon idée, c'est gardien de la paix.
pas cow-boy avec des matraques et qui se met au milieu des... Non, tout ça, ça suffit. Et je connais je peux vous dire, hein, des dizaines de gars, parce que des policiers insoumis, il y en a plein, il y en a partout. Ils sont obligés de faire attention, hein, et de la fermer et de faire semblant, vu l'ambiance qui règne là-dedans. Mais c'est pas possible de continuer avec les mentalités qu'il y a là, les manifs factieuses devant l'Assemblée nationale, les propos outranciers qui sont tenus par tous ces gens contre des élus. Enfin, ces gens sont venus 2 fois manifester devant le siège de mon parti. Vous vous rendez compte du truc? C'est du jamais vu. Mais ils iraient chez Macron que je protesterais pareil. Parlons un instant de la gauche. Il faut tout refonder et j'ai dans l'idée, vous voyez, si on vraiment voulait faire quelque chose de spectaculaire, on pourrait dire, bon, tout ça, c'est terminé. On crée autre chose, ça s'appelle la garde républicaine. Et on refonde avec des gens qui font gardien de la paix, avec des gens, vous voyez, comme on disait autrefois. Alors ils avaient des pèlerines, les gars, c'est tout ce qu'ils avaient, des pèlerines et des bâtons. Maintenant, vous les voyez dans la rue, on dirait Robocop. On se demande qui ils vont affronter. Alors, la gauche, 7e candidature à gauche, Anne Hidalgo, candidate choisie par un parti que vous connaissez bien, le Parti Socialiste. Non, elle est choisie par personne, là, pour l'instant. Elle s'est choisie toute seule. Elle était choisie par Olivier Faure. Olivier Faure, c'est pas le Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous pensez d'Anne Hidalgo, de cette candidature? Rien, pour être honnête, rien. Je l'analyse vue de l'extérieur. Il y a une bataille dans le centre-gauche pour savoir qui le dirige, parce que c'est lui qui s'est effondré en 2017, c'est le centre-gauche. La coalition vert-socialiste, ils n'avaient qu'un seul candidat, après avoir gouverné ensemble. Ils se sont effondrés, et moi, en tant que représentant politique d'une autre entité, qu'on va appeler le Bloc populaire, j'ai mis dans un rapport de 1 à 3. Bon. Voilà. Alors ils doivent se recomposer et on ne sait pas aujourd'hui qui va l'emporter, de Madame Hidalgo ou du candidat ou de la candidate Europe Écologie Les Verts. Il y en a pour des mois avant que ça se stabilise. Et elle, je ne sais pas, je ne connais pas. Elle fait une proposition, elle veut doubler le salaire des profs, c'est assez spectaculaire. Ah ça c'est clair que c'est spectaculaire, mais pardon de dire que je suis pas d'accord parce que j'ai eu la curiosité de calculer. Alors on savait pas très bien comment calculer parce qu'elle dit ça fait 9 000, enfin bref, peu importe. Son compte à elle, ça donne 100 milliards. Nous, on est parti des payes dans le budget de l'État de l'éducation nationale. Et comme elle a dit que c'était tous ceux qui étaient en face des élèves, donc ça veut dire 93% de la dépense actuelle de l'État. Eh bien, multiplié par 2 pour tous les profs, ça vous donne 60 milliards. C'est pas rien. Admettez que c'est une somme qui mérite débat. Hein. Bon, là, non, comme ça, pouf. Alors, est-ce que c'est la priorité totale et absolue? Oui, il faut revaloriser les salaires des profs. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Il faut revaloriser les salaires des profs. Et pour comment faire? Déjà, première chose, on regarde ce que demandent les syndicats. On n'invente pas des mots d'ordre tout seul dans son bureau avec 3 communicants. Donc les syndicats, ils demandent de rattraper le gel du point d'indice, qui dure depuis 10 ans à l'initiative des socialistes, et puis de faire une augmentation de salaire. Ça, je suis d'accord. Total, 17 milliards. Ah, c'est pas tout à fait la somme. Et il faut les trouver. On va les trouver. Mais il y a le reste. Il faut du monde de plus à l'école pour faire baisser le nombre d'élèves n'importe quoi. Il faut que dans l'enseignement professionnel, on arrête de fermer les lycées professionnels et qu'on en ouvre d'autres. C'est démago? Moi, je vous laisse ça à vous de qualifier. Si je dis un mot, vous savez ce que c'est, il ne va plus rester que ça. Moi, je dis seulement qu'autrefois, le PS avait une culture de gouvernement. Donc, il s'est forcé de proposer des mesures dans un cadre d'ensemble. Là, on raconte ce qui passe par la tête. Puis, comme ça ne suffisait pas, le lendemain, elle a dit on va mettre les policiers. Alors, on va doubler le capitaine de police. C'est qui peut dire merci à Madame Hidalgo. Il passe de 2 431 € à 4 862. Mais elle va venir vous mordre les mollets. Elle va venir vous mordre les mollets électoraux. Elle va venir vous mordre les mollets, là, dans le socle électoral, Madame Hidalgo. C'est possible, mais il y a moins d'imbéciles qu'elle le croit parmi les gens qui votent pour moi. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Vous leur proposez un truc dont ils savent eux-mêmes que ça ne tient pas debout. Ben, ils se disent, elle dit ça pour m'appâter, puis demain, elle fera autre chose. Mon ennemi, c'est la finance. Quand est-ce que vous débattez C'est le type qui a le plus arrosé la finance. C'était M. François Hollande lui-même, avec le président. On a appris ce matin qu'Éric Zemmour perdait son émission. Il avait une émission quotidienne sur CNews. Le CSA a eu la peau d'Éric Zemmour? Ben, je ne sais pas ce que le CSA est sorti de sa longue sieste. Il lui reste maintenant encore à se demander quand est-ce que M. Macron va être compté comme candidat. Parce que, écoutez, ça le fait un peu fort, les gars. Hein. Quand il est venu à Marseille, on a quand même eu 3 jours à la télévision non-stop. C'est le président. On est d'accord. Mais enfin, autrefois, dans notre pays, on ne faisait pas ça. C'était pas le portrait du président, si tu l'enlèves, tu vas en prison. Et puis sinon, tous les jours, à toutes les heures, vive le président, comme il est beau, comme il est grand, comme ce qu'il fait est intéressant, même si c'est pas vrai. Je trouve qu'il y a une dérive. Il y a d'un côté le côté autoritaire, mais alors ça fait plus chinois que moi, hein, cette histoire. Mais j'y pensais, ouais, c'est vrai. Pour revenir à Éric Zemmour, pour revenir à Éric Zemmour, on cherche à le faire taire.
Je crois pas qu'ils cherchent à le faire taire. Ils sont quand même rendus compte que ça allait trop loin. Alors, ça va peut-être pas faire du bien à CNews. Monsieur Zemmour est devenu, il faut quand même parler avec respect de votre collègue, c'est l'intellectuel organique, comme on disait autrefois, de la droite. C'est lui qui fournit les argumentaires à tout le monde. Il produit le principal liant de la droite, parce que la droite, on se comprend, c'est la peur. Peur de l'autre, peur de ci, peur de là, en racontant n'importe quoi. Sans contradicteur pendant des heures. Il faut aller débattre avec lui à la tribune un de ces jours. Mais moi j'ai dit, à un moment donné, il se pouille entre, c'est pas moi. Parce que tout à l'heure vous parliez d'éparpillement des candidatures de gauche, mais alors dites donc à droite c'est pas mal aussi. Puis à l'extrême droite vous en parlez. Quoi? Ça s'appelle la démocratie. Faut que quelqu'un convainque les autres. Une trentaine de candidats, c'est... Eh ben c'est la vie, il y a des pays où on a plus, il y en a déjà eu plus dans le passé en France. Étonnamment, il n'y a jamais eu autant d'abstentionnistes. Il n'y a jamais eu autant de candidats. Alors. C'est bien la preuve que c'est la crise totale. Donc l'élection va remettre de l'ordre. Les Français vont choisir. Est-ce que vous prenez quelqu'un de l'extrême droite qui vous explique que la solution, c'est de jeter les musulmans à la mer? Ou est-ce que vous allez prendre quelqu'un de droite ou macroniste qui va vous dire la liberté du marché, chacun pour soi, c'est comme ça qu'on s'en sort? Ou bien est-ce que vous prenez quelqu'un qui est dans la famille de tous ensemble? Et dans la famille de tous ensemble, celui qui est devant, c'est moi. Jean-Luc Mélenchon, merci. On a posé la question sur les réseaux sociaux, le temps de cette heure de discussion. Est-ce que vous êtes pour le SMIC à 1400 € net? Question qu'on a posée et c'est un oui à plus de 70%. Votre proposition est approuvée. Merci. Et là, c'est important que vous me disiez ça, parce que je sais bien que c'est un sondage dans un cadre, il doit aller chez vous, etc. Sans doute que mes amis aussi, on se mobiliser. Mais une proposition pareille, ça veut dire que ça percute dans l'esprit des gens. Ils savent que c'est vital. Parce que dans les gens qui ont répondu, il y en a de droite, il y en a de gauche, il y en a de tous les bords, et il n'y a pas d'idées. Mais s'ils font ça, d'idées précises pour le vote, s'ils disent ça, c'est qu'ils disent on n'en peut plus. Donc écoutez la voix du pays qui souffrent. Parce que, bien sûr, monsieur, vous avez raison de dire que, heureusement, les gens n'ont pas été abandonnés. Il y a toujours la sécurité sociale. Macron n'a pas réussi à la saccager, niveau copain. Il y a tout ça. Mais il reste beaucoup de gens qui souffrent. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci de passer par les GG.